Bonjour, je suis Séverine Olivier et je vous souhaite la bienvenue dans cette minute pédagogique consacrée au spectacle L'Os de Noémie Ksykova. La metteur en scène Noémie Ksykova dit que son parcours est accidenté, bizarre. Je viens du monde de la musique, 12 ans de violon. Je crois que c'est important parce que ça impacte ma façon de travailler. Je travaille à l'oreille, rythmiquement, je trouve la justesse au plateau par ce biais. Elle a ensuite intégré l'INSAS à Bruxelles en mise en scène, mais au bout d'un an, elle comprend qu'elle veut être comédienne, ce qu'elle est d'ailleurs devenue, alternant spectacle à structure classique et théâtre performatif. Elle joue notamment sous la direction de Maurice Bénichou, de Sandrine Pires, de Patrick Agiag ou de Jean-François Mariotti. Puis elle réalise 2 performances, Chêne et Vertige, ainsi que 2 installations vidéo, Il fait beau et Laid. En 2014, au Ciné 13, elle met en espace Pas assez d'oxygène de Caril Churchill. En 2017, elle revient à la mise en scène parce qu'elle voulait travailler sur Le ravissement de Lolvestein, roman de Marguerite Duras. C'est devenu son premier spectacle, Rapture, qui mélangeait 2 histoires. D'une part, celle de Lol, obsédée par l'idée de revivre un moment fondateur de sa vie. Il s'agit du jour où, pendant un bal, son amoureux s'éprend d'une autre. Elle les a observés toute la nuit. D'autre part, l'histoire de Cécile, désireuse de retrouver des souvenirs avec son père mort fou, qui ne soit pas entaché par la maladie. Rapture se demandait déjà comment garder vivants et au présent des souvenirs, des moments qui de manière inéluctable appartiennent au passé. L'Os, dont la mise en scène est co-signée avec Cécile Péricone, est son 3e projet et le 2e spectacle de la compagnie Ex Oblique qui questionne la notion du garder vivant. En anglais, l'os signifie perte. Quand on demande à Noémie Ksykova pourquoi l'os, elle répond « Parce que j'ai toujours eu envie que les morts ne soient pas tout à fait morts, qu'ils puissent être encore parfois un petit peu vivants. Et c'est ça que le théâtre autorise. C'est ce pouvoir que le théâtre nous donne. Alors, j'ai écrit une histoire qui parle de Rudy. » Pour créer le spectacle, Noémie Ksykova utilise un matériau autobiographique. Elle aime jouer avec la frontière du réel, justement parce que le spectacle pourrait s'apparenter à une réparation de ce réel. Le spectacle émet le postulat selon lequel les vivants ont davantage besoin des morts que les morts n'ont besoin des vivants. Une question se pose, comment survit-on après la mort d'un proche? Anne et Pascal Guyomard ont 2 enfants, Rudy et Inès. La famille fête les 17 ans de Rudy. Noémie, la petite amie de celui-ci, les rejoint. On rit, on boit du champagne, on souffle les bougies. Puis, la disparition. Rudy s'est jeté sous un train. Chez la famille Guyomard, le temps s'arrête d'abord. Une chaise reste vide, celle de Rudy. Noémie, l'amoureuse, revient leur rendre visite. Comment survit-on après la mort d'un proche? Comment la vie va-t-elle peu à peu reprendre dans l'appartement familial? Comment Rudy va-t-il exister d'une autre façon? Noémie Ksykova s'est intéressée aux travaux de Vinciane Després, philosophe, chercheuse au département de philosophie de l'Université de Liège, et de Bruno Latour, sociologue, anthropologue et philosophe des sciences. Elle recommande la lecture des livres Au bonheur des morts de Vinciane Després et Enquête sur les modes d'existence de Bruno Latour. Dans son ouvrage Au bonheur des morts, Vinciane Després constate que faire son deuil est l'impératif qui s'impose à tous ceux qui sont confrontés au décès d'un proche. Mais elle pose une question. Se débarrasser de ces morts est-il un idéal indépassable auquel nul ne saurait échapper s'il ne veut pas trop souffrir? En écoutant de nombreux récits, la philosophe a enquêté sur la manière dont les morts entrent dans la vie des vivants. Elle ajoute « Je travaille sur l'inventivité des morts et des vivants dans leurs relations. » Elle se demande pourquoi le seul destin d'un défunt serait son inexistence, ce qui, selon Noémie Ksykova, est une pensée très occidentale. L'idée de faire son deuil serait une injonction à vivre sans ou à oublier. Mais que fait-on de nos morts? Quand nous parlons de nos morts, notre récit est vivant. Vinciane Després affirme que les morts font de nous des fabricateurs de récits et d'énigmes. Il ne s'agit pas de mystique, de magie ou de faire tourner les tables pour appeler les esprits. Les recherches de la philosophe ne portent pas sur les fantômes, même si elle aime beaucoup ceux qu'elle voit dans les films parce qu'ils la font rire. Il s'agit de s'interroger, selon Noémie Ksykova, qui a beaucoup lu la philosophe, sur une autre possibilité de deuil. Pas sans, mais avec. Par la fabrication de récits, on remet en vie. À la lumière de sa lecture de Vinciane Després,
Noémie Ksykova ajoute « Vouloir rester en lien n'est pas glauque, mais un accompagnement vers la vie ». La philosophe a donné un cycle de conférences au Palais de la Découverte et Cité des Sciences et de l'Industrie, enregistré par France Culture. Une de ces conférences, enregistrée en avril 2017, s'intitule « Quand les morts inquiètent le rationnel ». Vinciane Després dit « Bien plus nombreuses qu'on a pu le croire sont les personnes qui entretiennent des relations avec leurs défunts. Leur témoignage montre que, loin de s'opposer à la rationalité, elles ne cessent en fait de négocier avec elle, de l'interroger et de la redéfinir. » Elle ajoute « Ce qui nous importe, et pour le remettre en question, c'est ce contraste entre rationnel et irrationnel qui me semble bien trop rapide et bien trop dichotomique. Les choses ne sont pas aussi simples, ni d'ailleurs aussi inintéressantes, bien au contraire. » Selon elle, il existe une polarisation problématique entre les pratiques de l'enchantement, irrationnel, et les pratiques de désenchantement. Tout n'est que matière. Or, selon elle, la qualification d'irrationnel ne décrit pas très bien la manière dont les personnes pensent lorsqu'elles envisagent le maintien possible d'une relation avec le défunt. Cette qualification d'irrationnel serait le produit caricatural de cette polémique. Elle propose de comprendre à quel type de rationalité obéissent les expériences conçues à tort comme irrationnelles, parce qu'elles sont vues par le prisme d'un cadre de pensée rigide, inapproprié, qui ne parvient pas à en saisir la finesse et la complexité. Autrement dit, elles ne sont irrationnelles que si on se place du point de vue du rationalisme le plus étroit. Pour éclairer sa pensée, elle fait référence au livre du comédien Patrick Chesney, « Il est où Ferdinand ?» Il écrit ce livre après la mort accidentelle de son fils sur le périphérique. Une journaliste de Libération qualifie cet ouvrage de véritable dialogue et dit « Ferdinand est là, vivant, à chaque mot ». Après le décès de son fils, Patrick Chesney a laissé des messages vocaux sur le répondeur de son portable. Aujourd'hui, ce sont des lettres. Il écrit « En parlant de toi, en t'évoquant, j'espère que tu vivras quelques années de plus, d'une autre façon. » Vinciane Després insiste sur ce « d'une autre façon ». Selon elle, ce geste ne se limite pas à une façon pour le père de survivre. Penser ainsi serait le produit de la polarisation évoquée entre rationnel et irrationnel, et renverrait l'acte du père à l'irrationnel. Or, ce père ne dit pas que son fils continuera à vivre comme avant. Il dit que ce sera par ses lettres que ce supplément biographique sera rendu possible. Il s'agit donc de sortir de cette dichotomie entre rationnel et irrationnel, pour, comme l'aurait dit le philosophe Gilles Deleuze, penser par le milieu. L'écriture adressée de Patrick Chesney permet de s'écarter du régime de l'épistémologie scientifique pour écologiser. Vinciane Després emprunte cette notion d'épistémologie de l'écologie à la philosophe Isabelle Stengers. Elle ajoute « La question écologique est celle des besoins qui doivent être honorés dans la création continue d'une mise en rapport. » Selon elle, l'écriture adressée de Patrick Chesney est une des multiples manières de réactualiser cette absence active, d'assumer la charge de maintenir dans l'être des individus morts. Ainsi, Vinciane Després enquête sur la manière dont les morts font agir les vivants et raconter des histoires. J'ai une amie qui porte les chaussures de sa grand-mère afin qu'elle continue à arpenter le monde. Une autre est partie gravir une des montagnes les plus hautes avec les cendres de son père pour partager avec lui les plus beaux levers de soleil. À l'anniversaire de son épouse défunte, un de mes proches prépare le plat qu'elle préférait. Une de mes amies recevait régulièrement la nuit la visite de son mari récemment décédé. Elle lui a enjoint de choisir. « Écoute Hubert, tu nous as abandonnés, les filles et moi, c'est déjà assez difficile comme ça, alors tu te décides, ou tu es vivant ou tu es mort, mais ne reste pas comme ça entre les deux. » Il n'est plus revenu. Une jeune femme enceinte a raconté que la veille de sa première échographie, son père est venu dans son rêve lui dire qu'il était heureux que ce soit un garçon, et c'était bien un garçon. Mais ce qui importait, c'était que son père lui signifiait qu'il partageait cette joie avec elle. Quant à moi, j'emporte toujours avec moi un mouchoir de mon père. En cas de chagrin, c'est lui qui me console. Qui ne rêve pas de ses morts? Dans sa conférence « Quand les morts inquiètent le rationnel », Vinciane Després dit que le rêveur n'a pas le sentiment d'être l'auteur de son rêve, au sens où d'habitude on dirait qu'on est l'auteur de ses actes. Le rêveur a l'impression qu'il est le destinataire du rêve et se demande ce qu'il fait avec cela. Elle ajoute « Le rêve n'est pas une énigme, mais il oblige à en fabriquer. Nietzsche ne se disait-il pas ami des énigmes et pas de la sagesse ?» Avant le spectacle, on pourra interroger les élèves sur leur interprétation du titre
loss, qui en anglais signifie perte. On pourra mettre en évidence l'énigme qu'il soulève, émettre des hypothèses, formuler des horizons d'attente. Avant d'entamer le travail de mise en scène avec Cécile Péricone, Noémie Ksykova a écrit un texte. Puis au cours du travail au plateau, ce texte a évolué, s'est modifié. Lors de sessions de résidence, elle a fait travailler des comédiens, dont 3 jeunes gens qui sont encore en cours de formation, sur des improvisations autour de la famille. Celles-ci étaient séparées de l'histoire de la pièce. Ils ont consacré 1 semaine à inventer la mémoire collective d'une famille qu'ils seraient. Le but était de créer du lien entre les personnes qui travaillaient sur le spectacle pour, en quelque sorte, créer une famille, instaurer un climat de confiance et de bienveillance pour ne plus avoir à prendre cela en charge de manière textuelle. Elle prépare ainsi le jeu d'acteur plus libre, puisque ce lien familial aura déjà été construit dans le travail d'improvisation. Parfois, le texte dans son évolution est resté très proche de ces improvisations, toutes filmées lors des sessions de résidence. Ainsi, Noémie Ksykova dit qu'elle a écrit le texte en collaboration avec les comédiens. Ce texte a été retravaillé sans changer les situations initiales, mais les dialogues. Au cours des improvisations, une part de matière non prévue a surgi. Par exemple, un monologue de Théo Oliveira Machado, qui incarne le personnage de Rudy. Celui-ci a été conservé tel quel. Le personnage de Rudy a été remanié pour coller au comédien Théo. La metteur en scène procède de la même manière avec tous les comédiens. Elle écrit en fonction de la singularité de la langue des comédiens et de leur univers personnel. Noémie Ksykova dit « J'ai fait un pas vers les comédiens et les comédiens ont fait un pas vers les personnages ». Il s'agit donc partiellement d'un processus d'écriture de plateau, car cette écriture a été réinventée après sa mise au plateau, modulée par ce qui se passait au plateau. Afin que les élèves expérimentent cette thématique de la famille, des improvisations peuvent être imaginées. Celle-ci mettrait en scène des situations différentes au sein d'une famille que les élèves incarneraient par groupe. La première rencontre entre l'amoureux ou l'amoureuse d'une jeune personne et les parents de celle-ci, un conflit sur un sujet de société ou une divergence de point de vue, le rapport frère-sœur, un repas de Noël ou d'anniversaire, une scène de dégustation de vin. Plusieurs exercices d'improvisation peuvent être envisagés pour préparer les élèves à la réception du spectacle. 4 à 5 personnes sont assises les unes à côté des autres. Quelqu'un commence à raconter un souvenir qui inclut les personnes présentes. Ce récit s'élabore avec les prises de parole des uns et des autres. Chaque chose dite est actée comme réelle, c'est-à-dire que l'on ne peut pas revenir dessus. Le récit se construit ensemble en étant à l'écoute de l'autre et en intégrant sa proposition au récit collectif. Les élèves doivent donc rester dans un état de vigilance pour que le récit commun soit cohérent. Les élèves travaillent par groupe. Au sein de chaque groupe, on définit des liens entre les personnages que les élèves incarneront. Frères, sœurs, amis, parents, connaissances, petits amis, grands-parents. Chacun écrit une lettre à quelqu'un dans les liens établis en amont, puis celui qui reçoit la lettre la lit à haute voix, comme s'il venait effectivement de la recevoir. Les élèves sont par groupe de 5 ou 6. On définit ensemble un événement. Puis, chacun le raconte de son point de vue. Cet événement se précise au fur et à mesure des témoignages qu'il faut prendre en compte. Là encore, l'exercice invite à l'écoute et à la concentration pour inventer ensemble des témoignages qui rendent crédible l'événement, même si celui-ci est extraordinaire. Par groupe, les élèves mettent en scène une fête d'anniversaire en famille. Ils en inventent les enjeux, créent des situations. Par groupe, les élèves créent une scène de danse familiale. Ils choisissent la musique, décident quel membre de la famille choisit cette musique, qui mène, qui danse ensemble ou ne veut pas danser. Ils justifient tout cela dans une prise de parole directement adressée au public. Ils jouent le jeu, de la scène de danse familiale, et le hors-jeu, via des justifications adressées au public. Noémie Ksykova raconte qu'après avoir vu une première maquette de L'Os il y a 2 ans, la comédienne Camille Dagen lui a offert un roman d'Olivier Adam destiné à la jeunesse, La Messe anniversaire. Elle trouvait des coïncidences entre ce livre et le projet de Noémie Ksykova, qui ne connaissait pas le roman. Ce texte n'a donc pas inspiré la metteur en scène pour l'écriture de la pièce. En revanche, après l'avoir lu, elle s'en est servie pour le travail d'improvisation au plateau.
Caroline n'existe plus que dans nos têtes, dans nos souvenirs et dans nos larmes. Caroline est morte, il y a 1 an déjà. Elle avait 15 ans quand sa vie a basculé. Ça s'est passé lors d'une fête entre copains, elle était là, bien vivante, et la seconde d'après, elle n'était plus qu'un corps désarticulé sur le béton. Depuis, chacun de ses amis, témoins de la scène, apprivoise sa peine, vaille que vaille, dans son coin. Et la vie continue. Il y a Titou qui déraille un peu, Sophie qui refuse d'oublier de peur de trahir, Nico, l'ami d'enfance, celui du premier baiser, Marie-Lou qui a déménagé et refait sa vie, Alex qui essaie de vivre pleinement et tout de suite, malgré la culpabilité. Chacun d'entre eux vient de recevoir par la poste un carton d'invitation frappé d'une petite croix grise. Ils sont invités samedi à la messe anniversaire et vont se retrouver après 1 an de deuil. Au sujet de son roman destiné aux adolescents, Olivier Adam écrit « Il n'y a aucune nostalgie dans ma manière d'aborder ces personnages, juste l'idée d'écrire les livres que j'aurais aimé lire à cet âge, avec la force et l'exigence littéraire que cela suppose. Les élèves pourraient lire ce livre, un atelier d'écriture sur la structure du roman pourrait également leur être proposé. » Dans la messe anniversaire, les personnages de Titou, Sophie, Nico, Marie-Lou et Alex prennent tour à tour en charge la narration. De manière collective, les élèves inventeraient un personnage qui a disparu. Quelqu'un n'est plus là, ils le connaissaient, ils bâtissent son portrait, ils inventent son histoire. Ils décident ensemble de ce qu'ils ont envie de dire, ils imaginent un contexte, ce qui s'est passé, les liens qu'ils auraient avec lui ou elle. Il ne s'agit pas d'inventer quelque chose de triste, mais un rapport à la mémoire, au souvenir, au regret. Ils établissent une sorte de portrait robot. Ce travail d'écriture pourrait prendre la forme d'une enquête. Après un dialogue sur toutes les modalités, les élèves, individuellement ou par groupe, pourraient écrire différents témoignages. L'écriture pourrait aboutir à un canevas, un collage des textes écrits, que l'on pourrait travailler au plateau dans un jeu théâtral axé sur la confidence, le témoignage. Après le spectacle, il serait bon de partir des réactions spontanées des élèves pour qu'ils s'expriment sur la manière dont ce sujet sensible de la disparition d'un proche a été mis en scène. Le parti pris, adopté par Noémie Ksykova et Cécile Péricone, est la pudeur. Leur volonté était de faire un spectacle lumineux, tendre, loin du glauque et du pathos. Le jeu, délicat, est amplifié par des micros HF. Les voix ne sont pas portées. Il en résulte une intimité, une précision, une délicatesse. Le jeu est concret, rien ne nous fait sortir de l'histoire pour distancier. Quand on est entré dans l'histoire, on y reste. Au niveau du jeu, Noémie Ksykova voulait quelque chose de ténu, de quotidien, pas de théâtralisation. Il n'y a donc aucun effet de micro. L'amplification est juste là pour suggérer l'intime. Il s'agissait de garder le concret dans le jeu, d'être au plus près de la voix naturelle des acteurs, de la spontanéité acquise au cours des travaux d'improvisation qui ont nourri la mise en scène. On pourra ensuite demander aux élèves comment est structurée la pièce. La mise en scène se divise en 3 tableaux. Dans le premier, Rudy est encore là. La classe pourrait se questionner sur l'effet provoqué par l'adresse directe au public, le lien que cela crée avec les spectateurs. Dans le deuxième tableau, les parents de Rudy et sa sœur Inès rentrent de l'enterrement. Le deuil se passe en huis clos. Quand Rudy n'est plus là, on coupe le lien, il n'y a plus d'adresse directe au public. Ce choix de mise en scène peut être intéressant à questionner. Enfin, dans le troisième tableau, la famille revit. Les personnages ont trouvé comment faire vivre autrement Rudy. Ne dévoilons pas comment, mais cela pourra faire l'objet d'un riche échange avec les élèves, tant cette manière de rester en lien avec leur mort est étonnante. Dans ce troisième tableau, Rudy revient. Il ne réapparaît ni comme un fantôme, ni comme un mort-vivant, ni comme un ressuscité. Noémie Ksykova précise « Ce n'est pas un spectacle sur les fantômes, mais sur ce que l'on fait de nos morts », comme dirait la philosophe Vinciane Després. Il ne s'agit pas d'une pensée magique ou de quelque chose de l'ordre du surnaturel, c'est autre chose. Le théâtre, où l'on fabrique des récits, pour reprendre les mots de Vinciane Després, permet cette fiction. C'est bien lui qui revient, pour dialoguer, maintenir le lien et libérer les vivants. Dans ce troisième tableau, quand Rudy autorise 3 questions à sa sœur Inès, le propos reste factuel. Jamais il n'est question de la raison de son geste, du pourquoi du comment. Aucune violence. Le parti pris reste la pudeur. En s'appuyant sur les travaux du philosophe Bruno Latour, s'interrogeant sur la trace, Noémie Ksykova met en scène les endroits où Rudy est encore là.
à travers les lieux, les objets, les souvenirs, le désir de ne pas s'acclimater à cette absence. On pourra demander aux élèves comment on entre chez cette famille d'un point de vue scénographique et dans quelle mesure ils ont l'impression d'être chez les Guillomards. Le décor est simple et ne change pas. Un canapé, une table. Cette esquisse de l'intérieur d'une maison ou d'un appartement n'est pas un simulacre de réel. Pas de détails. Noémie Ksíková voulait que les spectateurs voient les artifices du théâtre. On voit le grill, il n'y a pas de pendrillons latéraux. Ainsi, le décor n'a pas pour volonté d'installer le réalisme de l'intérieur d'une maison. C'est donc le jeu des acteurs qui nous fait entrer dans l'intimité de la famille, car dans ce jeu, rien ne nous fait sortir de l'histoire pour distancier. Une fois que l'on est entré dans l'histoire, on y reste. Mais une boîte en tulle est un élément important de la scénographie. Les élèves pourront s'exprimer sur la manière dont ils l'interprètent en fonction de son utilisation. Dans le premier tableau, quand Rudy est encore là, cette boîte en tulle est ouverte et le quatrième mur est brisé dans une adresse directe au public. Dans le deuxième tableau, la boîte en tulle se referme face public, plaçant Anne, Pascal et Inès Guillomard dans une bulle et suggérant que le deuil se passe en huis clos. On pourra questionner les élèves sur la manière dont ils l'ont vécu. Ont-ils eu l'impression d'être écartés de cette famille, d'être propulsés en dehors de la maison? De par la transparence du tulle, ont-ils eu la sensation d'être contraints à une position de voyeur ou ont-ils vécu cela comme une marque de pudeur dans le parti pris de mise en scène, afin que nous laissions cette famille vivre son deuil? Noémie Ksíková, qui, rappelons-le, écrit un spectacle comportant une dimension autobiographique, aime jouer avec la frontière du réel. Elle suggère que cette boîte en tulle, appelée par Camille Louis, qui pose un regard dramaturgique sur le spectacle, la boîte à rituel, serait un lieu de réparation du réel. Dans cette boîte, on prend soin de nos fictions, de nos fantasmes et de nos morts contextuellement. Notre première idée pour raconter cette histoire était de rentrer à l'intérieur de cette famille, dans leur appartement, leur intimité et leur familiarité, et de ne pas en sortir. Un décor unique, donc un lieu unique. Céline Diaz, notre scénographe, a donc imaginé une boîte posée, flottante, isolée sur le grand plateau du théâtre. On y voit le salon, salle à manger des Guillomards. À l'intérieur, tout sera le plus concret et réel possible. De la moquette au sol, un canapé, une table où l'on dîne en famille, de la vraie nourriture, une vraie télévision. Mais afin de laisser l'esprit du spectateur libre de voyager, il nous fallait aussi le déréaliser. La boîte ne sera donc pas fermée, mais entourée par des murs de tulle suspendus qui délimitent l'espace sans l'asphyxier. Et puis, pour raconter cette histoire de mort et de deuil, on avait besoin de douceur, d'une bulle familiale, et que ces cloisons légères comme des plumes, mouvantes et respirantes, nous racontent ça. Grâce au travail de la lumière, le tulle situé à face peut être occultant. Il devient alors un support de projection vidéo permettant une fiction dans la fiction. Au début du spectacle, dans un prologue, Noémie, la petite amie de Rudy, est adulte. Elle prend la parole en voix off et parle en tant que metteur en scène. Cette Noémie-là, c'est la voix de Noémie Ksíková elle-même. Là encore, la frontière entre réel et fiction est poreuse. Sur le tulle devenu écran, des paysages de train défilent. Ces transitions vidéo revêtent une nécessité dramaturgique car elles correspondent à des ellipses temporelles. À travers les 3 tableaux que nous avons évoqués et la manière dont sont suggérées les ellipses, on pourra inviter les élèves à se questionner sur le traitement du temps dans la pièce. Grâce à la lumière, le tulle peut être plus ou moins opacifié. La famille se retrouve alors, de notre point de vue, derrière une sorte de brume. Dans le deuxième tableau, cette brume ne suggère-t-elle pas que le temps se suspend momentanément? Rappelons-le, à la base, Noémie Ksíková est musicienne. Elle travaille beaucoup à l'oreille et elle insiste sur la fonction dramaturgique de la musique dans son spectacle. Bruno Maman a composé la bande originale de Los. La musique a donc été spécialement conçue pour ce spectacle. On pourra demander aux élèves quels sont les différents genres musicaux qu'ils ont entendus et comment ils les interprètent. Bruno Maman compose une musique électronique qui se traduit par une boucle lancinante dans le deuxième tableau, lorsque le temps s'est arrêté pour la famille Guillomard, encore sous le choc.
La musique électronique survient aussi pendant les transitions et ellipses temporelles que nous avons évoquées, et où des paysages de train défilent sur le tulle occultant. Lorsque Rudy revient dans le troisième tableau, on entend une valse au piano. Noémie, l'amoureuse, et Rudy dansent ensemble. Pour ce moment, la metteur en scène ne voulait pas faire le choix d'une musique attendue pour un public jeune. Le spectacle s'adresse à un public à partir de 15 ans. On pourra demander aux élèves comment ils interprètent ce côté suranné, assumé. Pour prolonger la thématique du spectacle, il est possible de travailler avec les élèves sur un corpus de textes littéraires et poétiques. Noémie Ksykova a beaucoup écouté un cycle de conférences intitulé Nos cabanes de Marielle Massé, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de littérature. Dans les documents pédagogiques, vous pourrez retrouver un lien vers l'une d'elles, enregistrée à la Maison de la Poésie à Paris et intitulée « Et toi, que fais-tu de tes morts ?» Au début de cette conférence, Marielle Massé dit « Les morts sont animants. Ils nous font pleurer, rêver, accomplir des gestes sur eux, pour eux, des gestes entre nous, vivants. Ils nous font parler, raconter des histoires. Ces gestes, ces récits, ces petits rites, ces élans pour se relier aux morts excèdent de beaucoup nos croyances. On ne croit pas à la vie des morts, à leur survie dans un au-delà, mais on les laisse nous faire beaucoup de choses. On leur fait place, particulièrement sur la scène de la parole. Le poème a beaucoup à dire sur cette scène. Au cours de cette conférence, Marielle Massé évoque un séminaire sur le pronom « nous ». Elle s'est penchée sur des poèmes de deuil où le « nous » est très présent. Elle parle de la leçon du dispositif lyrique comme d'une adresse exorbitante à ce à quoi on ne devrait pas pouvoir parler. Elle ajoute que l'adresse aux morts n'est pas un cas limite, mais exemplaire de l'élargissement qu'est le poème. Les poètes s'adressent aux arbres, à la douleur, au temps, aux morts. Ainsi, dire « tu » à celle ou celui qui n'existe plus, c'est parler alors que l'on sait qu'on n'a pas droit au dialogue. C'est parler à, pour, vers. La poésie est en quête de se relier avec et dans le monde. Le poème l'aborde en syntaxe. Le tact ontologique, expression que Marielle Massé emprunte à Vinciane Després, ne cherche pas à retenir les morts dans la vie. L'adresse n'a pas lieu par métaphore ou fiction. On se tient sur le seuil du « tu », mais on pousse aussi loin que possible cette espérance verbale. Avec les élèves, on pourrait se pencher sur 3 auteurs, Pierre Pachet, Jacques Roubaud et Henri Michaud. Même si le mode d'adresse n'est pas dirigé vers la personne défunte, on pourra aussi penser au célèbre poème « Le lac » d'Alphonse de Lamartine, le mouvement romantique étant particulièrement riche en élégies, ou encore, pour la période médiévale, à un rondeau de Christine de Pisan, « Je ne sais comment je dure », écrit après la mort de son mari. Dans son court texte « Électre parle aux morts », Pierre Pachet écrit « Pensant à son père, Électre souffre de la souffrance du mort. » Autrement dit, Électre peut plaindre les morts de n'être rien. En stoïcien, Pierre Pachet écrit qu'il convient de parler à leur non-oui, à leur non-entendre, et de prendre soin de leur rien. Marielle Massé nous dit qu'il insiste pour renoncer à croire à une vie après la mort, pas en homme de certitude, mais de tact, pour ne pas demander de compte aux morts. Pierre Pachet écrit « La réalité des morts est le geste mental qui nous incline vers eux. Selon Marielle Massé, notre humanité en dépend. » Dans son recueil « Quelque chose noir », le poète Jacques Roubaud s'adresse à la femme aimée et qui est morte. Il tourne autour du possible échange maintenu. On pourra par exemple étudier le poème « Dialogue ». Ce poème t'est adressé et ne rencontrera rien. On peut y entendre quelque chose d'anti-orphique. On y lit, pour reprendre les mots de Marielle Massé, la conscience précise de ce qu'il y a de trop dans le « tu », dans le « nous », pourtant adressé. En 1948, le poète Henri Michaud vit une tragédie qui marque sa vie et son écriture. Sa femme est victime d'un accident. Après avoir allumé un feu, sa robe de chambre en nylon s'enflamme. D'un mauvais réflexe, elle ouvre la fenêtre. L'appel d'air fait s'embraser sa chevelure. Elle mourra des suites de ses blessures. Dans son poème « Nous deux encore », Henri Michaud s'adresse à sa femme. Comme le dit Marielle Massé,
La syntaxe ne s'empresse pas de compter sur une conversation avec l'épouse, mais ne renonce pas à la chercher. Il s'adresse d'abord à l'air, au feu, qui sont venus la tuer, avant de s'adresser à elle. Dans les derniers mots du poème revient un « nous deux ». Ce qui est à faire durer n'est pas elle ou toi, mais nous. Cette façon d'être ensemble. Henri Michaud ne retient pas sa femme dans la vie. Il lui dit « Tu n'es plus, mais nous deux est encore ». Elle n'a pas besoin d'exister pour que ce « nous deux » soit « encore ». Marielle Massé définit cet adverbe « encore » comme le mot de l'infini dans les choses. J'espère que cette minute pédagogique vous aura donné des pistes pour travailler et échanger avec vos élèves. Vous trouverez dans les références pédagogiques des liens vers les conférences de Vinciane Després et de Marielle Massé, ainsi que le dossier de présentation du spectacle rédigé par la compagnie Ex Oblique. Un grand merci à Noémie Xikova qui s'est rendue très disponible pour échanger afin de me permettre de préparer cette émission. À bientôt pour une nouvelle minute pédagogique ou un échauffement de spectateurs avant la représentation.